Bienvenue au balado des psychologues au travail, le balado qui vise à faire connaître la psychologie du travail et les différentes façons d'incarner cette profession. Dans cet épisode, on s'entretient avec Marie-Gwen Castel-Girard, pour qui la psychologie du travail, c'est... Je les accompagne, eux, comme gestionnaires, à mettre en place les bonnes conditions pour que leurs équipes soient bien dans le bien-être, soient engagées, soient motivées. C'est de les aider à mettre en place ce qu'il faut pour que l'humain soit bien dans leur milieu de travail, puis eux aussi inclus. Là. On parle de développement organisationnel, de coaching et des compétences qui y sont associées, et du fameux processus de rédaction de thèse au doctorat. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner au balado sur votre plateforme préférée des psychologues au travail. Maintenant, allons rencontrer Marie-Gwen et découvrir comment elle incarne la profession. Bonne écoute! Bienvenue Marie-Gwen à l'épisode de Balado. Je te laisserai peut-être te présenter d'emblée pour les personnes qui nous écoutent. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Gwen Castel-Girard, je suis psychologue organisationnelle au CIUS, la capitale nationale, donc à Québec. Super. Présente psychologue organisationnel, c'est comme ça que tu te présentes d'habitude? Oui, j'ai un poste de psychologue organisationnel au CIUS officiellement, fait que oui, c'est comme ça que je me présente. Super. Faut le mentionner, un poste, tu le mentionnes en fait, un poste, c'est pas toujours le cas, là. Les personnes qui sont dans la profession de psychologue du travail ou organisationnel qui ont un poste spécifiquement à ce titre-là. Ouais. Dans ta présentation, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu rajoutes aussi? Non, d'habitude, c'est vraiment ça. Je travaille dans le service du développement organisationnel et du personnel d'encadrement. Fait que tout ce qui est développement organisationnel, mes collègues se présentent plus comme conseillères DO à ce moment-là. Je pourrais me présenter comme ça aussi. Je trouve que ça fait quand même, c'est quand même un bon titre pour présenter ce que je fais. Mais j'ai tendance à me présenter comme psychologue organisationnel, ouais. Excellent. Puis tu parles un peu de ton service dans lequel tu travailles. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu es amené à faire comme intervention à l'intérieur de ce service-là également. Mm-hmm. Ben, c'est vraiment varié. Puis c'est justement, on fait à la fois du développement organisationnel et du développement du personnel d'encadrement. Ça veut dire que la partie plus développement du personnel d'encadrement, je vais faire de la formation pour la relève des cadres, des formations pour les cadres, des équipes, par exemple, qui ont envie d'être meilleures à communiquer ou qui sentent qu'ensemble, ils aimeraient apprendre, par exemple, à donner du meilleur feedback à leurs équipes. Je vais faire ce genre d'atelier de formation-là. Je fais du coaching individuel aussi à l'interne. Les gestionnaires peuvent choisir d'avoir soit un coach à l'interne, soit un coach à l'externe aussi. Il y a une banque de coachs externes au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, j'ai aussi certains gestionnaires qui décident de travailler avec quelqu'un qui comprend bien avec la grosseur de notre organisation. C'est un plus quand même d'avoir quelqu'un qui comprend la grosse machine. Fait que ça, c'est la partie plus développement du personnel d'encadrement. Puis tout le côté plus développement organisationnel, ben, je vais faire... c'est là que ça devient extrêmement varié. Là. C'est pas facile toujours de décrire ce que c'est le développement organisationnel. Mais ça va être, par exemple, une équipe qui vit un climat de travail un peu difficile. Je vais accompagner le gestionnaire à réfléchir avec mes autres collègues RH qui sont impliqués dans le dossier. Comment est-ce qu'on pourrait changer la culture, ramener le climat de travail à quelque chose de plus sain. Ça va être une équipe de gestion qui a envie de consulter plus ou qui a envie de travailler sur l'engagement, la motivation de ses employés. Comment est-ce je peux les aider à définir des jalons puis peut-être être là avec eux à certains moments pour les aider à apprendre à faire différemment dans leur style de gestion, dans leur façon de faire. Ça peut être dans des gros projets organisationnels aussi, les aider à parsemer la gestion du changement dans leur plan d'action. J'aime pas trop avoir un plan de gestion du changement à part du plan d'action. Fait que c'est plus parler de gestion du changement, comment ils peuvent en faire au quotidien à travers des gros projets. On a entendu parler de la Maison des aînés beaucoup dans les médias. Ben, c'était un des projets sur lesquels je les ai aidés à réfléchir à la gestion du changement dans un gros projet comme ça, par exemple. Puis en ce moment, je travaille beaucoup on est en train de concevoir un modèle de gestion pour notre organisation. Donc, réfléchir à ça serait quoi des balises simples pour décrire ce que c'est un gestionnaire au CIUS. Fait que
Ça, c'est super intéressant. Ça va aider les nouveaux à mieux comprendre leur rôle parce qu'on a beaucoup de nouveaux gestionnaires dans l'organisation qui, c'est soit des intervenants qui deviennent gestionnaires ou des gens de l'externe qui arrivent. Donc, en tout cas, ça va être aidant d'avoir ce vocabulaire commun-là sur c'est quoi être un gestionnaire au CIUS. Mais même pour les cadres d'expérience, des fois, c'est comme, ben, c'est quoi les pistes de développement que je me donne maintenant, sachant que ça fait quand même quelques années que j'évolue comme cadre. C'est quoi le prochain pas pour moi? Donc, c'est d'avoir quelque chose qui parle à la fois à des nouveaux cadres puis à des cadres d'expérience. Là. Mhm. C'est bien fun comme projet. Mhm. Modèle de gestion un peu comme un référent, j'ai en tête référentiel de compétences, mais des fois c'est peut-être plus aussi au niveau des rôles ou de si moi Mhm. je m'en vais gestionnaire, Mhm. qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quoi les ressources que je vais avoir aussi, c'est un peu ça le modèle. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est OK. quoi pourquoi, c'est quoi la raison d'être du cadre? C'est quoi les fonctions de gestion, les rôles de gestion, comme tu dis, qu'il doit jouer? Puis ça serait quoi les pratiques? Là, on a choisi le terme pratique managériale, on pourrait dire pratique de gestion ou style de gestion, là, qui décrirait comment gérer finalement aussi ça. Fait que, ouais. Wow. Tu parles d'ateliers, formation, coaching, accompagnement de gestionnaire sur des thèmes comme la culture, l'organisation de l'équipe, le climat, l'engagement, la motivation, gestion de changement. C'est assez varié comme Ouais. intervention ce que tu fais là. Vraiment, on est des fois vulgarisé, on serait le service au cadre, fait qu'on répond à tous les besoins que les cadres de l'organisation pourraient avoir, sachant qu'on a une organisation de 19 000 personnes en ce moment, là, tu sais, on est comme un monde en soi quasiment. Mhm. Fait que ça fait qu'il y a plein, c'est hyper varié les besoins, puis on dirait que on rentre dans une direction cliente, donc par exemple ceux qui s'occupent de déficience intellectuelle, soutien aux personnes aînées, tu sais, c'est comme un monde en soi. Donc, ça fait qu'ils ont des besoins différents. Ils ont des idées de comment ils voudraient faire les choses différemment. Puis c'est quand même des réalités de travail aussi, des quotidiens qui sont très différents. Donc, ça amène une diversité d'interventions, des équipes vraiment différentes aussi. Fait que, ouais, c'est très varié. Puis, comme tu mentionnes, tu parles des clients, dans ton cas, des directions clientes aussi. Puis, il y a toute cette diversité-là des clients, des situations aussi qui vivent, Ouais. qui fait que même, j'imagine, deux accompagnements sur un sujet similaire peut prendre une tournure complètement différente. Ouais, vraiment, même si les deux vont dire, OK, là, on veut faire de la gestion bienveillante ou un climat de travail X, mais c'est des historiques d'équipes qui sont pas pareils, des milieux de travail qui sont pas pareils, des qu'on tombe dans des dynamiques d'équipes qui sont 24/7. Donc, ça veut dire avec une équipe de soir et de nuit qui voit très peu le gestionnaire versus l'équipe de jour. Mais on est dans des dynamiques très différentes que si on est dans un autre contexte, une clinique qui a l'air plus externe à ce moment-là, que les gens à ce moment-là se côtoient de jour, ben là, ça peut être d'autres. La dynamique est vraiment différente, l'historique aussi. Fait que, ouais, très différent d'un endroit à l'autre. Puis, est-ce que toutes ces différentes interventions-là, est-ce que tu en fais, je vais dire, peut-être pas à part égale, mais dans une semaine de travail, est-ce que tu touches un peu à tout ça j'imagine qu'il y a des mandats évidemment qui s'étalent un peu plus sur la durée, mais est-ce que tu touches un peu à tout ça à l'intérieur d'une semaine? Est-ce que c'est certaines interventions, puis après ça, c'est d'autres types? C'est en fonction des demandes. Fait que, tu sais, c'est sûr que Hmm. ma semaine type, il va y avoir des ateliers un peu partout que je vais aller les donner en présentiel. Là. Je vais souvent me déplacer dans les milieux à ce moment-là. Par exemple, un CHSLD ou un centre de service ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis quand même majoritairement en télétravail, en Teams, fait que c'est là que le contenu de la rencontre Teams va changer. Des fois, ça va être pour préparer des interventions, les aider à structurer un projet. Il y a eu un moment plus intensif, par exemple, avec la Maison des aînés, quand on était plus dans la création de plans d'action, versus maintenant, on est dans l'ouverture, donc on est plus dans la formation du personnel clinique pour les nouvelles façons de faire. Là, je suis beaucoup moins sollicitée, par exemple. En fait, ils roulent. Ils ont déjà prévu leur gestion du changement, donc je suis plus impliquée dans le dossier. Il y a des moments où il y a plus d'intensité, là, où quasiment toutes les semaines ou 2 semaines, là, je vais parler, par exemple, à la directrice qui est en train de mener un projet de changement de culture, ou des fois, il y a une intensité quand on essaie de créer un plan pour un climat de travail. Donc là, ça va être là que ça va prendre plus de place, par exemple. Mais ça va dépendre des moments, puis il y a du coaching à travers ça, puis il y a des éléments. En ce moment, on est beaucoup dans la finalisation du modèle de gestion, fait que c'est ça qui prend beaucoup de place Plus aussi de place. dans l'horaire. Mais tu vois, décembre, souvent, c'est un beau moment pour
prendre un pas de côté, réfléchir avec son équipe. Donc, j'ai quelques aussi activités plus de style lac à l'épaule ou en tout cas atelier de réflexion avec des équipes. Là, je suis en train de préparer ça en ce moment pour le mois de décembre. Ok, super. Tu mentionnais toutes ces interventions-là variées. Tu disais aussi le déo qui peut être un peu difficile de distinguer ou d'expliquer. Là, ça peut partir dans plusieurs directions, donc d'expliquer qu'est-ce que c'est. J'imagine que ça rend aussi un peu plus complexe d'expliquer ce que tu fais comme psychologue du travail, étant donné que tu peux toucher effectivement à beaucoup d'interventions différentes. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé d'être dans une situation où tu te présentes psychologue du travail, quelqu'un qui ne connaît pas ça et que tu as dû effectivement expliquer qu'est-ce que tu fais? Oui, souvent en fait, parce que quand on entend psychologue du travail, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'accompagne des gens qui vont faire des épuisements professionnels dans le milieu de travail ou que vont penser comme un psychologue clinicien, mais dans l'organisation. Alors que c'est quand même très différent ce qu'on fait là. C'est pas on connaît rien sur l'épuisement professionnel, mais tu sais, j'accompagne pas en mode clinique finalement des gens. Fait que oui, je leur explique, je fais exprès de leur donner des exemples souvent, quand je commence un accompagnement avec un gestionnaire pour les aider à comprendre comment, tu sais, qu'est-ce que je peux leur amener en fait comme expertise, comme façon de voir les choses, comme, tu sais, comme on a des lunettes quand même un peu différentes, là. J'ai tendance à leur dire que je les accompagne, eux, comme gestionnaires, à mettre en place les bonnes conditions pour que leurs équipes soient bien dans le bien-être, soient engagées, soient motivées. Tu sais, c'est de les aider à mettre en place ce qu'il faut pour que l'humain soit bien dans leur milieu de travail, puis eux aussi inclus, là, pas seulement leurs équipes, là, mais eux comme gestionnaires aussi. Ça rend ça plus facile parce que justement, maintenant que je suis au service au cadre, c'est une façon de l'expliquer, là, mais ouais. Mhm. J'essaie de l'expliquer comme ça. Ouais. Ah oui, mettre en place ce qui va permettre de se sentir bien, de se sentir mieux au travail, effectivement. Ça reste, évidemment, ça reste, ça englobe les différentes interventions que tu mentionnais plus tôt, mais Ouais, ça permet de distinguer un petit peu là, ce que tu ouais, fais, puis de le cibler suffisamment précisément. ouais, c'est ça. Puis je vois le besoin dans le réseau de la santé. Je pense qu'il y a plein d'autres organisations, mais mettons, c'est celle-là que je connais le mieux en ce moment. Et je trouve que les gestionnaires, on leur en demande quand même beaucoup. Les équipes aussi, on essaie de faire plus avec moins. Il y a un rythme qui est très, très élevé. Euh, c'est pas qu'ils veulent pas réfléchir, c'est pas qu'ils veulent pas prendre des pauses ou des temps d'arrêt, mais on dirait que je deviens un prétexte pour prendre ce temps-là, pour se poser des questions différemment, pour faire des choix un peu plus posés, en fait. Donc, des fois, c'est comme ça aussi que je l'explique. Je veux dire, ben, je vais, utilise-moi comme prétexte pour créer des moments de réflexion avec moi, là. Ça sera un moment réservé pour ça. Puis des fois, ils arrivent à réfléchir avant d'arriver en rencontre avec moi quand je leur pose la question sur leurs besoins d'atelier. Ils ont déjà fait un bout de réflexion. Des fois, ça va être pendant cette rencontre-là que justement, j'ai ce rôle-là, en fait, de les aider à ralentir, tu sais, avoir une vision un peu plus, prendre un peu de perspective par rapport à leur situation, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là, d'avoir ces espaces-là de réflexion. Je trouve qu'on a beaucoup ce rôle-là, en fait, finalement, en développement organisationnel, là. Moi et même mes autres collègues là, qui font du développement organisationnel, on a beaucoup ce rôle-là dans le rythme vraiment Mhm. soutenu en ce moment aussi, là. Ouais, ça semble vraiment important de dire, c'est surtout créer des espaces, des moments là, Mhm. pour que les clients, les gestionnaires puissent réfléchir à la situation, puissent identifier ce qui les aiderait là-dedans et tout. Exact. Ouais, c'est pas évident. Non, tout un défi, tout un défi. Ouais. Je suis curieux, dans l'ensemble des interventions que tu mentionnes, que tu fais, est-ce qu'il y a un mandat, que ce soit type ou spécifique que tu as fait, que tu as particulièrement apprécié? Puis je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as spécifiquement apprécié dans ce mandat-là. Il y en a un qui me vient en tête qui a été vraiment stimulant pour moi. Puis je pense que ce qui a été le plus, ce qui fait que c'était mon préféré, comme tu dis, là, c'est que ça a vraiment été une collaboration avec une équipe de gestion qui avait le goût de
c'est venu beaucoup de la directrice qui avait comme une intention forte, qui se disait, on a des gestionnaires qui, beaucoup étaient des intervenants avant, ce qui fait qu'ils sont extrêmement préoccupés par le souci du bien-être à l'usager, ce qui est vraiment génial, puis il faut pas perdre ça. Et des fois, c'est l'usager vient même avant leurs employés, leurs équipes. Puis c'est une directrice qui se disait, ben, pour vraiment bien prendre soin du citoyen, il faut qu'on mise sur notre richesse à nous, qui sont nos employés dans notre direction. Puis elle voulait amener les gestionnaires à prendre conscience de ça. Fait que ça venait vraiment d'elle, en fait, cette vision-là. Fait que c'était vraiment inspirant de travailler avec elle. Et surtout que elle l'a fait d'une façon avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de consultations et des employés leur demander c'est quoi leurs attentes pour son équipe de gestion, puis l'équipe de gestion aussi de baser sur ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, on a beaucoup eu un rôle de l'aider à différents moments de sa réflexion puis de cette démarche-là pour, tu sais, c'est resté leur démarche à eux, puis elle a réussi à mobiliser je dirais pas tous les gestionnaires nécessairement, mais assez de gestionnaires pour avoir une masse critique qui était motivée, inspirée par le projet. Puis on avait un rôle vraiment d'accompagnement. Tu sais, c'était pas une démarche RH, c'était vraiment leur démarche à eux de gestion de comment est-ce qu'on peut faire mieux, puis comment est-ce qu'on peut se questionner sur nos pratiques de gestion. Fait que ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce partenariat-là, en fait, qu'on a eu avec elle. Elle nous a dit, ça a été nécessaire pour la pérennité qu'on soit là, qu'on les suive. On a amené une certaine constance, un certain rythme, mais en même temps, ça c'est jamais devenu notre démarche RH. Tu sais, ça c'est toujours resté la leur. Puis c'est pas toujours facile d'avoir cette position-là. Là. Des fois, il arrive quelque chose qui fait qu'il faut qu'on arrête l'accompagnement, la démarche. Eux ont été capables de garder le rythme aussi, puis de quand même avoir beaucoup de leadership, en fait, dans leur démarche à eux sur comment est-ce qu'on fait les choses. Fait que j'ai beaucoup aimé travailler avec ce groupe-là. C'est comme... tu sais, je parle beaucoup de l'approche par les forces à plusieurs équipes. Là, comment est-ce que, en mettant un peu d'énergie, mais en fait, la même énergie sur nos forces versus nos faiblesses, mais on fait un pas beaucoup plus grand avec les forces. Puis c'est comme si ça, je les vois comme une équipe qui avait déjà un terreau fertile, qu'on a mis un peu d'énergie pour avoir, tu sais, des résultats. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que les équipes voient une différence, puis il y a peut-être encore du chemin à faire, mais ils voient une différence, puis trouvent les gestionnaires plus présents, plus transparents, plus à l'écoute, tu sais. Fait que ça a vraiment eu un effet en ayant comme en mettant un peu d'énergie sur quelque chose qui allait pas mal, là. Justement, on n'était pas dans un cas où il y avait de la détresse ou, tu sais, on était dans un contexte où il y avait quelque chose à améliorer. On a fait des étapes, puis ça a eu vraiment un beau résultat. Je trouve que c'est vraiment inspirant parce que c'est correct aussi qu'on soit amené à travailler dans des contextes où on n'a pas ces conditions-là, puis c'est au contraire travailler à mettre une certaine fondation, là, mais de travailler avec des équipes qui ont le goût quand il y a une fondation qui est déjà là. C'était vraiment stimulant. Hmm. Des clients que ça allait relativement ou somme toute bien. Tu mentionnes qu'il n'y avait pas nécessairement de détresse, mais qu'il y avait le souhait de dire comment est-ce qu'on peut grandir là-dedans, puis c'est resté leur démarche aussi. Moi, je peux comprendre que c'était... Tu m'en parles, puis effectivement, je le vois comme étant un mandat assurément très stimulant aussi. Ouais, vraiment. Mm. Ah, super. Ouais. Tu mentionnais l'approche par les forces que tu nommais aussi dans certaines situations, dans certaines interventions que tu fais. Donc ça aussi, ça fait partie du bagage que tu as, le Ouais. volet d'approche par les forces un peu plus. Ouais, j'aime vraiment ça. Je trouve que, surtout dans le contexte, on essaie toujours de faire plus avec moins. Je pense que c'est vrai partout. Encore une fois, je connais particulièrement le réseau de la santé et services sociaux. Fait que je dirais qu'il y a quelque chose là aussi, de dire comment est-ce qu'on peut l'image que je sais, c'est l'effet trampoline, là. Comment est-ce qu'on peut faire un bond immense en travaillant sur nos forces, puis en utilisant ce potentiel-là qui est là, en fait, là. On, on parle beaucoup de ça comme équipe DO en ce moment, d'aider les équipes même à se dire, des fois, on arrive dans un moment où on se comprend plus d'une personne à l'autre, on est beaucoup sous pression, beaucoup dans le stress, on n'est pas à notre meilleur. Fait que d'avoir cette vision-là sur les forces, quand on a une ouverture avec certaines équipes, on leur parle de ça, on les aide à identifier leurs forces aussi. Je trouve que ça a un côté aussi apaisant pour apprendre à se connaître, ça favorise la collaboration, ça
permet d'avancer un peu plus vers une confiance dans les équipes. Fait que je trouve que ça a beaucoup d'effets positifs. Puis de le voir même avec les équipes aussi, de voir tout le potentiel qu'il y a derrière, là, derrière tous ces gens-là qui ont une expertise, qui ont des compétences, qui ont des forces. Ouais, je trouve il y a beaucoup de monde, 19 000 personnes dans le siège de la capitale nationale, c'est fou, tu sais, il y a des ressources, là, pas ressources humaines, mais dans le sens, tu sais, il y a une richesse qui est là, fait que, ouais. Assurément. Fait que d'aller entretenir, Ouais, utiliser dans le bon sens du terme ce ouais, potentiel-là, là, aider à se ouais, développer. Puis, ouais, c'est très inspirant. ouais, Euh, bon, on parle effectivement de ta pratique, de comment est-ce que tu portes ou t'incarnes justement la profession là, de psychologue organisationnel. Puis, c'est quoi la couleur que tu dirais que tu apportes à ta façon justement d'incarner la profession? Un des éléments évidemment qui peut caractériser ou être particulière à ta façon d'intervenir dans ton travail en général? mm. Ben, le feedback que j'ai souvent, c'est que je suis très calme. Puis je pense que c'est aidant. Ça teinte en fait comment je joue mon rôle de psychologue organisationnel. Tu sais, quand je dis que je crée des espaces de réflexion euh, ou des moments en fait pour se retrouver en équipe et tout ça, je pense que ça parle de ce calme-là, de cette capacité-là que j'ai de pas nécessairement ralentir le rythme, mais tu sais, dire OK, là, on a un espace, on peut aller en profondeur ici, puis on retourne après dans l'intensité, dans la vitesse et tout ça, que je suis capable d'aller aussi, mais d'avoir cette capacité-là, d'avoir quand je suis quelque part ou dans un atelier ou dans une démarche de coaching ou dans une rencontre pour préparer quelque chose, une intervention ou autre, d'être posé, de ne pas tomber dans cette agitation-là si possible, puis de vraiment se atterrir là, regarder la situation. Puis je pense que ça va avec, probablement que j'avais ça, mais ça s'est développé aussi beaucoup avec mon parcours psychologie organisationnelle, mais cette vision systémique de voir l'ensemble aussi, là, une espèce d'analyse en profondeur ou s'assurer qu'on a vu un peu, on n'aura jamais vu tous les angles, mais en tout cas d'avoir une vision un peu plus claire de tout ça, d'avoir ces moments-là de calme et de réflexion. Je pense que ça doit être ça la plus grosse couleur avec laquelle je joue mon rôle. Ouais. Ça, ça me, ça me paraît très apaisant, Mm. effectivement. Tu dis dans des moments de créer ces moments-là de recul, de réflexion. Surtout, tu nommes, de mon expérience ou de mes observations aussi, effectivement, cette agitation-là qui semble partout et de pouvoir créer des moments où ce qu'on peut s'apaiser, où ce qu'on peut prendre un temps de recul, voir différentes perspectives, comme tu mentionnes aussi là. J'ai envie de revenir ou de faire un petit saut, je veux dire, voyage dans le temps, ou un petit tour dans le passé un peu. Euh, Parce que pour moi, ça a été un peu la psychologie du travail quand j'ai découvert ça, ça a été un peu, évidemment, une découverte, ou, pour reprendre le même mot, là. Ouais. Je serais curieux de savoir comment t'as découvert ou t'as appris effectivement que c'était un possible, la psychologie du travail. Assez tard, en fait. Je pense que c'est le cas pour plusieurs, là. Moi, j'ai grandi à Rimouski. Puis, j'avais déjà aussi cette force-là d'écoute. Donc, quand je me demandais qu'est-ce que je vais être quand je vais être grande, c'était, ah, ben, sûrement psychologue. Puis, on verra. Tu sais, j'avais une curiosité pour l'autre, puis tout ça. Puis, je me disais, ah, ben, on verra. Si je trouve autre chose de mieux, je ferai autre chose. Mais pour l'instant, je vise psychologue. Puis, ben, je me suis continuée, puis à Rimouski, fallait que j'aille à Québec pour faire psychologie au bac. Fait que c'est ça que j'ai fait. À l'Université Laval, il n'y a pas de département de psychologie organisationnelle. Donc, c'est sûr que c'est pas dans mon bac nécessairement que j'en ai entendu parler. Euh, il y en a, des psychologues organisationnels à l'Université Laval, mais ils vont plus être dans le département de management, puis je les ai découverts plus tard, en fait, ces gens-là. Mais pendant mon bac, j'ai exploré psychologie communautaire, même relations industrielles. Tu sais, je me disais, ah, peut-être que le côté gestion, ça m'intéresserait parce que je faisais de la gestion dans une association étudiante.
je trouvais ça vraiment intéressant de travailler avec une équipe, avec des équipes, ce côté-là. Puis j'ai décidé de prendre un an pour faire un contrat à Toronto en talent management, qui en fait est du développement organisationnel, mais je ne le savais pas à cette époque-là. Euh, Puis ça a fait que je me posais la question, ben, peut-être que je serais mieux d'aller en gestion ou en management pour un deuxième cycle plutôt que, psychologie. Puis par le hasard de la vie, mais des fois, les coïncidences, j'ai rencontré Jacques Forêt qui m'a aidé à départager c'est quoi la différence entre la gestion et psychologie organisationnelle. Puis en très, très grossièrement simplifié, là, on disait, ah, ben, c'est comme si gestion, on s'occupe beaucoup de la structure de l'organisation, alors que psychologie organisationnelle, on regarde l'humain dans la structure. Puis on dirait que c'était ça quand même, ce côté-là humain qui me parlait encore, puis qui faisait que j'avais commencé vers la psycho. Puis c'est lui qui m'a présenté Louis Baron, qui est devenu mon directeur de thèse, où j'ai travaillé sur le coaching de gestion avec Louis, puis le développement du leadership beaucoup. Donc, c'est plus ça qui a fait que je suis rentrée un peu par, j'allais sur la porte de derrière de l'UQAM du Forêt, j'ai appliqué comme tout le monde, mais tu sais, Louis avait une possibilité, puis je suis comme rentrée comme étudiante qui avait une expérience de travail, en fait, plutôt que d'aller direct du bac au doctorat en ayant fait beaucoup de recherches avant. Fait que c'est par les hasards presque en fait que j'ai découvert la psychologie organisationnelle. J'ai l'impression que c'est pas si étrange que ça, comme j'ai l'impression qu'on est beaucoup un peu dans ce cas-là, en fait, qu'on entend peu parler. Fait que ouais, c'est comme ça. Ouais, ben, je partage aussi. Là. Je parlais de découverte tout à l'heure. Moi aussi, ça a été un Ouais, peu découverte fortuite, ou un peu le hasard, comme tu dis, là, ouais. de tomber sur ça, puis d'apprendre effectivement bon, un peu qu'est-ce que c'est. Puis là, ben, il y a, je sais pas si ça semble avoir été le cas pour toi aussi, mais bon, un certain attrait Mhm. ou même dans ce que je comprends que tu mentionnes, il y avait un certain attrait aussi pour ce qui touchait plus largement la gestion, des questions que tu te posais sur est-ce que ça m'intéresse, est-ce que je continue là-dedans, puis qui a permis de Mhm. mettre des mots, de trouver une voie de passage, de dire, ah ben tiens, peut être finalement quelque chose qui existe déjà, qui concilie Ouais, un peu tout ça, et qu'on ouais. n'avait effectivement pas entendu parler avant. C'est vrai que c'est un peu moins connu, et une des raisons principales de la raison d'être de ce balado Ben oui. Oui, aussi. oui. Dans ton parcours disons, qui t'a mené à ce titre-là, psychologue Mhm. organisationnel, y a-tu quelque chose qui t'a aussi un peu plus marqué? Tu sais, là, il y a eu le moment qui t'a permis de découvrir puis d'embarquer dans ce parcours-là. Mais je serais curieux de savoir, dans le parcours, y a-tu quelque chose qui t'a un peu plus marqué, qui te reste encore aujourd'hui aussi? Finalement, il te reste sûrement beaucoup de choses, mais qui a été plus marquant dans ton parcours. Ouais, mais c'est sûr que la chose la plus marquante, c'est le processus de thèse, qui a Mhm. été vraiment quelque chose qui demande tellement de persévérance. Puis surtout ben, je pense que c'est difficile pour une majorité d'entre nous qui passent par là, d'où pourquoi il y a des réflexions en ce moment sur comment on transforme ce programme-là. Est-ce que c'est nécessaire, cette lourdeur-là de recherche pour vraiment bien exercer la profession de psychologue organisationnel? Je pense que c'est intéressant comme réflexion, mais c'est ça, ça a été très difficile de pas avoir beaucoup d'expérience de recherche, puis d'arriver là, puis de devoir mener un projet de recherche de A à Z. J'ai eu une super belle relation avec mon directeur de thèse. De ce côté-là, ça a bien été. Merci à Taisez-vous qui a beaucoup aidé aussi sur mon savoir rédigé puis me donner une certaine discipline, mais j'ai tout appris en arrivant au doctorat. Fait que ça, c'était quand même difficile. C'était déjà là qu'il fallait que je sois en train de faire une thèse, sachant j'avais tout à apprendre sur la recherche puis faire une thèse. Fait que ça a été c'est c'est ce qui est marquant. Euh, mais si je réfléchis aussi à qu'est-ce que j'ai découvert en fait, même à travers aussi toutes les gens. Puis après, quand je regarde mon parcours, tu l'as nommé un peu plus tôt là, dans le balado, c'est la diversité de ce qu'on peut faire aussi avec cette profession-là, qui rend ça difficile à expliquer, mais qui a une beauté là-dedans aussi. Tu sais, j'ai fait mon premier stage en psychologie clinique.
ça m'a donné des outils maintenant pour le coaching de gestion, que je travaille pas avec la même clientèle, évidemment, là. C'est des gestionnaires qui sont fonctionnels, qui ont le goût de faire mieux, de développer leurs habiletés de gestion, mais la qualité d'écoute, la façon de faire des reflets, il y a beaucoup de choses, des questionnements puissants, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, qui me sont encore utiles maintenant. Le fait de, certains sont allés plus vers évaluation de potentiel ou vers justement des gestions de carrière. Justement, le coaching, c'est très différent de mon quotidien idéal aussi. Donc, de voir qu'avec ce même diplôme-là, en fait, on peut faire tellement de choses différentes. Je dirais que ça, c'est très marquant parce que ça, je pense que ça joue dans pourquoi on a de la difficulté à l'expliquer en simplement c'est quoi un psychologue au travail, tu sais, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, en fait, là. Donc, ouais, Fait que cette diversité-là, entre autres, ouais. a été bien marquante. Puis, tu parles du processus de thèse, de rédaction scientifique. Encore une fois, pour ma curiosité et peut-être certaines personnes Mhm. aussi qui vont nous écouter, mais le sujet sur lequel tu as fait ta thèse, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est? Oui, ben, j'ai travaillé sur les compétences des coachs de gestion. Je me posais la question dans mon année à Toronto, justement, avant de rentrer au doc. J'accompagnais en mode coaching des gestionnaires d'équipes de bénévoles dans les différentes universités du Canada. Puis, il y avait une facilité qui était là, puis il y avait d'autres de mes collègues qui avaient beaucoup de difficultés ou qui ne savaient pas comment s'y prendre. Fait que c'est comme si cette question-là est née à ce moment-là de qu'est-ce qui fait un... Tu sais, on peut être un good coach, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui sont great, tu sais, qui sont Hmm. vraiment bons, qui nous amènent à faire le bon de plus. Certains que j'accompagnais, que j'arrivais pas à amener là où moi je voulais les amener, en guillemets. Tu sais. Bon, j'ai travaillé là-dessus après, hein, sur mes propres ambitions versus celles de mon client. Mais tu sais, il y avait ça qui venait, fait que c'est un peu ça. La thèse n'a pas répondu à cette question-là. Qu'est-ce qui distingue les coachs exceptionnels des coachs qui sont bons, là? Mais c'était ça, travailler sur les compétences. Qu'est-ce que ça prend pour être un coach? Autant en termes d'attitude, en termes de compétences plus techniques, d'essayer d'explorer ça un peu. D'ailleurs, cet intérêt-là de recherche s'est poursuivi même après ta thèse. Là, tu t'impliques, entre autres, sur le balado REC Coach, REC trait d'union coach, qu'on vous invite d'ailleurs à l'écouter là en passant. Donc, le balado REC Coach, où vous faites le lien entre la recherche et la pratique en coaching, super intéressant. On vulgarise des articles scientifiques, des résultats d'articles également, de données probantes. Et ben, même si tu dis que ta recherche n'a pas répondu à la question de ce qui distingue les good, entre parenthèses, coach, des great coach, ben, j'imagine que ça soulève plein de pistes de réflexion là, super intéressantes. Ben oui, c'est super intéressant. Puis c'était aussi circonstanciel dans le temps, dans le sens que quand j'ai commencé mon doctorat en 2013, ICF, qui est la grosse organisation la plus grosse en fait organisation de coachs professionnels, avait un profil de compétences qui avait certaines limites, mettons. Puis il était justement en train d'en travailler un autre. Puis du nouveau profil de compétences-là est sorti en 2019, si je me trompe pas, dans OK. ces coins-là. Puis il est super intéressant. Fait qu'il y a ça aussi les deux se sont faits en parallèle, dans le sens ma thèse visait à ben, en tout cas, de répondre à certaines questions que peut-être étaient laissées des espaces vides là, par rapport à l'ancien modèle de compétences d'ICF. Puis maintenant, avec le nouveau, ben, il y a beaucoup de ces questions-là qui sont beaucoup des choses que j'ai vues dans ma thèse qui, en fait, se retrouvent dans ce modèle-là, tu sais, de la qualité de présence, une certaine maturité, c'est pas le mot qu'il utilise, là, mais une connaissance de soi, conscience de soi quand on est en intervention avec l'autre. C'était des choses qui étaient moins présentes. Cette capacité-là de flexibilité, d'improvisation presque là, quand on est avec le client, plutôt que d'avoir un plan de match très clair. Puis c'est quoi ma prochaine question? Vraiment être dans l'ici maintenant. C'est beaucoup des choses que j'avais trouvées vraiment intéressantes dans ma thèse, puis que je vois qui ont été ajoutées en fait au nouveau profil de compétences. Fait qu'il y a ça aussi, il y avait comme probablement une synchronie là, dans les réflexions que je n'étais pas la seule à trouver qu'il y avait ce besoin-là pour les coachs aussi. Puis c'est venu en fait en même temps là, ces éléments-là. Fait quoi, super intéressant. Vraiment. Puis, tu as dit quelque chose tout à l'heure que j'ai trouvé beau. Tu parlais de l'humain dans la structure, quelque chose qui distinguait un peu la psychologie du travail, Ouais. peut-être de d'autres professions, d'autres rôles qui sont un peu plus dans le
le profil classique gestion, on va dire ça comme ça. Puis, je serais curieux de savoir si évidemment, encore une fois, il y a sûrement plusieurs éléments de réponse, mais un élément ou un sujet lié à ça, l'humain, dans la structure, là, évidemment, c'est un peu ça le cœur de notre travail, le fonctionnement des humains dans les structures, qui un sujet donc, qui t'interpelle le plus dans tout ça. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ben, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment ça qui est le plus là. C'est tout l'aspect d'apprendre dans le milieu de travail. Tu sais, ma thèse, c'est sur développer le leadership des gestionnaires par le coaching. Un coach peut se questionner sur comment il apprend, comment développer ses propres compétences. Ça, c'est quelque chose qui est une constante, qui était même là avant, que je vois qui m'interpelle vraiment beaucoup aussi quand je fais une formation. C'est est-ce que je suis en train de juste leur donner du contenu, mais il n'y aura pas de changement par la suite? Comment est-ce que je peux pour vrai accompagner ces cadres-là à réfléchir? Est-ce que je peux, au contraire, les voir plusieurs fois, peut-être même plus court, mais pour m'assurer qu'il y ait comme un changement pour vrai là, pour leurs équipes, mais pour eux aussi se sentir mieux dans leur rôle. Fait que c'est sûr que tout cet aspect-là de pédagogie de l'adulte, comment on apprend, comment on développe le leadership dans la vraie vie, là, dans l'action, parce que je trouve qu'on passe quand même beaucoup de temps en formation, puis c'est pas toujours là qu'on apprend le plus, en fait. Souvent, ça va être plus par réfléchir avec des expériences qu'on vient de vivre avec notre supérieur immédiat ou avec un coach ou tout ça, tu sais. Fait que le pour ceux qui ont été au PEI, le fameux apprendre à apprendre, là, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Comment est-ce que j'apprends à être capable d'apprendre dans toute situation qui m'arrive au travail? On dirait qu'au début, c'était vraiment comme à part des moments plus formels que je le voyais, ça m'interpellait vraiment justement du coaching ou de la formation. Puis plus ça va, c'est comment est-ce qu'on peut, comment qu'est-ce qui fait qu'un humain arrive à apprendre de tout ce qui lui arrive versus un autre qui a plus de difficultés puis qui finit par plus être capable, en fait, de s'adapter à son environnement, sachant que ça change beaucoup. Puis comme je suis dans une organisation qui change beaucoup, donc comment est-ce que... On dirait que c'est ça qui est là beaucoup, qui m'interpelle beaucoup, là. Comment est-ce que je peux être utile au cadre de l'organisation en les aidant à être capable de toujours apprendre dans le contexte parce que probablement qu'il va constamment changer, en fait, là. Fait que, ouais. Ouais, puis je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans le fait de dire que ça change beaucoup autour de soi, là. Mhm. Il me semble de plus en plus, mais ça c'est peut-être une perception qui revient souvent dans le temps, mais il y a beaucoup de choses qui changent effectivement. Donc comment est-ce qu'on apprend, Ouais. comment est-ce qu'on s'y ajuste, Ouais, vraiment. ben, on est dans un monde de plus en plus complexe, là, du fait qu'on est de plus en plus connecté, c'est de plus en plus ouvert, en fait, nos organisations. On est plus impacté par ce qui se passe ailleurs qu'avant. Donc ça, forcément, ça amène un défi de changement, puis une petite affaire quelque part amène des changements pour tout le monde. Puis tu sais, on ne peut plus être on est vraiment interdépendant, en fait. On peut plus être chacun de son côté, puis on ne sait pas ce qui se passe autour, là. Fait que, ouais, oui, je pense que c'est pas juste une perception, effectivement. Il y a quelque chose là qui a le défi qui s'en vient là, pour la suite du marché du Mhm. travail, entre autres, mais la vie en général aussi, là. T'as-tu l'impression que ça, apprendre à apprendre puis se développer comme ça, as-tu l'impression que c'est quelque chose qu'on parle pas assez dans les organisations? Ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, mais c'est quelque chose qu'on aurait tendance à gagner à parler encore plus? Oui, oui, ben surtout, je trouve que justement, on a tendance. Moi, j'ai ce genre de demande-là, puis je fais une analyse de besoin. Quel est le besoin derrière la demande? Puis si le besoin, c'est d'apprendre, se développer, ben peut-être qu'une conférence n'est pas la meilleure façon pour atteindre nos objectifs si on est plus dans une optique de vouloir faire un changement comportemental ou transformer un style de gestion. C'est pas que les conférences, c'est vraiment super pour mettre à jour nos compétences, créer des prises de conscience, sensibiliser. Et après, ben, ça dépend jusqu'où on veut aller. Je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, que j'entends des fois des supérieurs immédiats qui sont comme, ben, je l'ai renvoyé en formation, comme si c'était une pensée magique, en fait. Mais c'est plus que ça, tu sais, on parle des fois d'organisation apprenante, ben, ça veut dire que tout le monde dans l'organisation a cette conscience-là de qu'est-ce que je peux apprendre
apprendre de ça? Est-ce que je peux même me permettre le droit à l'erreur ou l'expérimentation, tu sais? Puis ça, c'est pas facile là, parce qu'on est quand même dans une organisation qui doit prendre soin de ses usagers. Donc, tout ce qui est sécurité, tout ça, ça entre en ligne de compte. Puis c'est d'autres défis, je pense, dans d'autres organisations. Mais cette difficulté-là est pas, dans le sens, elle est vraiment là. Puis comment est-ce qu'on peut la surmonter puis quand même être dans cette façon-là de tout voir comme une opportunité de tester, d'apprendre. Je pense pas que c'est si quelque chose qu'on parle tant parce qu'on manque de temps toujours. Fait qu'on va vers des solutions peut-être plus faciles, puis c'est mieux que rien. Mais ouais, je pense qu'on aurait intérêt à parler plus de peut-être des petits gestes même au quotidien qui créeraient cette capacité-là d'apprendre un peu plus tout le temps, pas juste en formation, là. Ça me parle beaucoup, même il y a une image qui me vient quand je parle quand je pense à cette tension-là, il manque de temps et ça prend du temps pour apprendre, comme tu mentionnes aussi. Du moins, il y a un certain temps qui est effort qui est à investir pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, évidemment qui sont un investissement pour la suite. Puis j'ai souvent cette image-là d'une personne qui coupe des arbres, qui scie des arbres et qui a beaucoup d'arbres à couper, et là dans l'image de travail entre guillemets à abattre, puis au final ces outils sont émoussés, puis on aurait tendance à gagner ou à apprendre de ça, ou du moins à prendre un temps pour affûter des outils pour pouvoir travailler mieux, mais quand qui s'est proposé à la personne, non, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup d'arbres à abattre, donc on n'a pas le temps à mettre là-dessus, mais ça reste que prendre le temps de prendre un recul, d'apprendre, ça va être un investissement pour la suite, mais dans l'immédiat, ça demande du temps. Ouais, puis même on est plus, t'as tellement raison, puis on est plus habitué à apprendre comme adulte. Souvent, tu sais, les enfants, ils en font, ils tombent, ils essayent des affaires, tu sais, ça devient normal, mais plus on grandit, moins on est dans cet espace-là d'expérimentation où on sait rien, où il faut être humble parce que ça va être tout croche, ça va manquer de grâce, tu sais, il y a ça aussi, c'est réapprivoiser aussi un espace où on n'est pas super bon, puis on n'aime pas bien ça souvent comme adulte. Ouais. Ouais, ouais, puis j'adore réapprendre des enfants, ou du moins prendre les enfants comme modèle. Puis c'est vrai que pour eux, pour les enfants, généralement, on est en plein dedans. Ça semble pas être une barrière d'apprendre, on y prend plaisir aussi. Puis c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on peut perdre ça avec le temps. Marie-Gwen, on arrive tranquillement vers la fin, puis le sujet, évidemment, l'objectif de ce balado-là, c'est d'offrir une tribune pour la psychologie du travail, comme on mentionnait au début, évidemment, les différentes façons d'incarner la profession à travers, oui, différents portraits. Puis, je serais curieux dans cette optique-là aussi de te laisser un espace. S'il y a d'autres sujets en lien avec la psychologie du travail qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, qui tient à cœur et que tu voudrais aborder. Ben, ce qui me vient, c'est des choses qu'on a déjà discutées, là, mais d'oser poser la question au psychologue organisationnel que vous croisez, parce que je trouve ça vraiment super que tu fasses des portraits de plein de personnes, puis je pense que il y a plein de façons de jouer cette profession-là. Fait que de rester curieux, si vous avez des collègues qui sont psychologues organisationnels, posez-leur la question parce qu'on a, moi, en tout cas, tous ceux qui sont autour de moi, il n'y en a aucun qui fait exactement ce que je fais. Tu sais, son quotidien est pareil. Fait que de rester, ça rend ça complexe comme profession, puis en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans de rester curieux des parcours de tout le monde, de qu'est-ce qui interpelle ou qui fascine tous les psychologues du travail, là. Ouais. Donc, de rester curieux, ouvert, de se permettre de poser la question, puis d'aller découvrir si, en tout cas, l'invitation est lancée. Si vous avez des psychologues du travail organisationnel dans votre, autour de vous, de pouvoir vous intéresser plus spécifiquement à qu'est-ce que cette personne-là peut apporter. Merci beaucoup, Marie-Gwen, pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour nous partager ces éléments-là de ton portrait. D'ailleurs, on rappelle, si on veut aller en apprendre davantage sur l'efficacité en coaching, sur les liens entre la recherche et la pratique en coaching, c'est sur le balado REC Coach que ça se passe, REC-Coach. On va mettre le lien vers le balado dans les notes de l'épisode.
Merci Guillaume d'offrir cet espace-là pour découvrir différents psychologues. C'est vraiment chouette. Oui, super. À une prochaine. Bye. Vous avez apprécié ce balado? Inscrivez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes des Psychologues au travail. À bientôt!